Donc c'est à moi que revient la chance ou la charge, je ne sais pas, de démarrer cette session avec une série d'exposés. Avec la mission qu'on nous a donnée, qui était de donner un certain nombre de points de repère issus de nos disciplines qui puissent nourrir toutes les discussions de ces 3 jours. Donc ce que je vais essayer de faire, de mon point de vue, pour commencer, donc des points de repère issus des sciences de gestion. Alors en fait, pour vous quand même me présenter un petit peu, j'ai pas eu un parcours très linéaire et très académique en sciences de gestion, puisque j'ai plutôt une formation initiale en agronomie. Je me suis intéressée dans mes premiers travaux à la modélisation de connaissances d'experts, donc je vais revenir sur ces questions-là juste après. Et puis en fait, maintenant, ça fait une quinzaine d'années que je fais des recherches donc, en sciences de gestion sur la gestion des connaissances qui sont mobilisées ou construites pour piloter des processus de production agricole et en relation avec des questions de gestion de ressources naturelles. Alors en particulier, je donne quelques exemples ici. J'ai travaillé sur la représentation de la diversité des pratiques d'agriculteurs sous forme de systèmes de pratiques, en termes méthodologiques en particulier. Et puis j'ai aussi travaillé sur des questions de synergie entre connaissances scientifiques et connaissances empiriques dans des situations de culture que je qualifie d'orphelines, c'est-à-dire très peu étudiées par la science, qui étaient le safran et la truffe. Autre exemple de travaux que j'ai menés, ce sont été d'explorer les outils pour la gestion agro-environnementale en élevage, où j'ai essayé de décrypter finalement derrière ces outils quelles sont les théories scientifiques, quelles sont les connaissances scientifiques qui sont encapsulées dans ces outils, et finalement quelle forme de cadrage de l'action de gestion ils impliquent, et le décalage qu'il peut y avoir avec les usages en situation de ces outils. Et puis, dernier exemple, j'ai aussi exploré comment on pratique l'agroécologie en essayant de décrypter quelles sont les connaissances et les principes de ce qu'on appelle une gestion adaptative dans des systèmes agroécologiques, en particulier en Argentine. Donc voilà un petit peu un parcours très très rapide qui m'amène à essayer de vous donner, dans une première partie, un certain nombre de points de repère issus des sciences de gestion, en prenant des exemples dans le domaine agronomique. Parce qu'évidemment, les sciences de gestion, généralement, on les connaît plus sous l'angle de la finance, de la comptabilité, de la stratégie, et assez peu sous cet angle-là. Alors c'est vrai que c'est des sciences qui cherchent à théoriser l'action collective pour aider la gestion. C'est une particularité assez en relation à l'action de gestion et à la prescription, dans différentes situations de décision, de négociation, etc. Au sein de ces sciences de gestion, alors évidemment, il y a la comptabilité, la finance, comme je vous le dis, mais il y a aussi des gens qui s'intéressent plus au management et qui regardent de plus près comment les acteurs, par exemple d'une entreprise, vont coopérer ensemble. Et en particulier, il y a un domaine qui s'appelle la gestion des connaissances, qui renvoie finalement à une pratique assez ancienne dans les entreprises, qui se sont rapidement intéressées à cette question de la gestion des connaissances au sein de l'entreprise. Et c'est devenu progressivement un carrefour disciplinaire. Alors il y a les sciences de gestion qui participent, l'économie aussi, et puis des communautés assez actives au niveau scientifique sur cette question-là. Donc finalement, je vais essayer de creuser ces questions de collecte, de transmission des connaissances de ce point de vue-là, en vous donnant un certain nombre de repères théoriques. Par contre, je ne vais pas donner une boîte à outils prête à l'emploi. Je suis désolée, on va essayer de voir au fil de la semaine, est-ce qu'elle se dessine, cette boîte à outils, ou est-ce que c'est un petit peu plus compliqué ? Et puis en fin de mon exposé, j'essaierai de revenir à cette question de la transition agroécologique avec ces différents points de repère pour essayer de voir, de mon point de vue, quels sont les enjeux qui peuvent se poser en termes de gestion des connaissances. Premier point, donc collecter des connaissances. Qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, pour moi, derrière collecte, il y a un certain nombre de synonymes. J'en ai mis un certain nombre, synonymes entre guillemets, parce qu'ils ne sont vraiment pas équivalents. Extraction, acquisition, recueil, verbalisation, externalisation, etc. etc. Tout ça n'est évidemment pas synonyme. Mais disons que dans les sciences de gestion, on a tendance à parler, à renvoyer cette collecte à la nature tacite des savoirs d'un individu. Je vous renvoie aux travaux de Poliani dans les années 60, qui a défini cette nature tacite pour faire référence aux connaissances qui sont personnelles, spécifiques à un contexte d'action, et de ce fait assez difficiles à exprimer. On l'oppose de manière assez facile aux connaissances dites explicites, celles qui sont, par exemple, contenues dans des livres, encyclopédies, etc. Et cette reconnaissance des connaissances tacites, de ce qu'on a appelé des experts dans les entreprises, a donné lieu à ce que je vous ai cité tout à l'heure, des pratiques assez anciennes de reconnaissance et d'explicitation de ces connaissances des experts
parce que les entreprises se sont rapidement rendues compte que c'était un capital même crucial, qui pouvait mettre en danger l'entreprise, par exemple lors du départ de ses acteurs à la retraite, notamment dans les entreprises à risque, et ça a été le cas du CEA qui, dès les années 60, s'est posé ce genre de questions en voyant ses principaux experts partir à la retraite. Et puis dans des secteurs concurrentiels, ça peut être aussi un avantage d'une entreprise versus une autre, de reconnaître ce capital interne pour développer cet avantage concurrentiel vis-à-vis des entreprises du même secteur. Et donc, quand on oppose ainsi connaissance tacite et connaissance explicite, apparaît très vite le besoin d'expliciter ces connaissances tacites pour pouvoir les capitaliser et les diffuser. Si on prend l'exemple du domaine agricole, il y a eu toute une vague de systèmes experts en agriculture. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais disons, cette idée de système expert, c'est l'idée de prendre les connaissances d'un expert, qui sont tacites, on va dire dans sa tête, de les expliciter, de les formaliser dans un langage particulier, et puis de les mettre dans un système informatique qui va permettre de les diffuser. Donc ça, c'était une grande vague dans les années 80-90, avec le développement de l'intelligence artificielle, et on a vu toute cette mode se diffuser également dans le domaine agricole, avec un certain nombre de très très nombreux systèmes experts qui ont été conçus dans les années 80 à 2000, qui ont réalisé un certain nombre de tâches diverses. Je vous renvoie par exemple à Tom, qui était un système expert qui a réalisé des diagnostics de pathologie sur la tomate. Et puis quand on a fait le bilan de tout ça, le bilan était en fait assez mitigé. Il y avait beaucoup de prototypes, beaucoup de choses qui avaient émergé, mais finalement peu d'applications et peu de diffusion. Il était clair qu'effectivement, le système expert ne va pas aller observer l'état de la parcelle pour vous. Et puis, on a également pointé un certain nombre de difficultés dans la conception de ces systèmes experts, et en particulier cette acquisition des connaissances d'experts, qui était évidemment coûteuse en temps, c'était assez évident, mais aussi difficile. Donc l'exercice d'explicitation des connaissances tacites des experts, eh bien, on l'a qualifié dès ces moments-là de goulet d'étranglement. Donc pas si simple de passer du tacite à l'explicite. Finalement, si on prend un petit peu de recul, si on regarde un peu comment on fait cette collecte, on est dans une vision qui est assez patrimoniale, c'est-à-dire qu'on considère que les connaissances, c'est un stock. C'est un peu comme des connaissances qu'on possède, que l'individu ou l'organisation possède, et donc on peut le prendre comme ressource, et c'est une ressource qui est préexistante à l'action. Elle est indépendante de l'action, quelque part, elle est dans la tête de l'individu pour les plus cognitivistes, et elle va être non dénaturée par l'explicitation, c'est-à-dire l'explicitation permet de capturer ce stock et de pouvoir le diffuser par exemple ou le transmettre. Donc cette vision, que je qualifie de patrimoniale, se double la plupart du temps d'une visée instrumentale. On va essayer de concevoir des supports qui vont représenter, stocker ces connaissances qui sont acquises auprès d'experts, sous forme de systèmes à base de connaissances, c'est-à-dire les systèmes experts dont je parlais à l'instant, de livres de connaissances, il y en a beaucoup qui ont été faits au CEA en particulier, ou de banques de savoir. Quelques exemples dans le domaine agricole, soit sous forme de sites web que vous connaissez peut-être, de guides communautaires de protection des connaissances autochtones, ou encore une initiative de la Banque mondiale sur les connaissances traditionnelles. C'est clair que ce type de vision patrimoniale, de visée instrumentale, a eu et a toujours des apports et des retombées notables. Par exemple, ça permet de clarifier un raisonnement empirique, lui donner une généricité, puisqu'on va monter en abstraction, de combiner des points de vue qui auparavant étaient disjoints. Et puis on a aussi la capacité de questionner ainsi les connaissances qui étaient tenues pour acquises. On va aussi rendre visibles des débats souterrains, et on va aussi donner la parole aux praticiens, ce qui n'est pas anodin. Quand on fait tout ça, quand on fait cette explicitation, on a une opposition finalement entre deux catégories de connaissances, bien souvent. Les connaissances empiriques, celles qui sont, alors je prends la définition de Kolb, celles qui sont construites en accumulant des observations, des expériences et en les conceptualisant, qui ont pour caractéristique d'être produites et validées dans l'action, et pour une bonne part d'être tacites et contextuelles. Et puis, on va facilement, à partir de cette opposition tacite-explicite, facilement opposer ces connaissances empiriques avec les connaissances scientifiques, censées être produites en situation contrôlée, validées par des communautés pairs, explicites, de par leur mode de validation sous forme d'écrit, et visant une certaine forme de généricité.
Cette opposition, très facilement, elle nous conduit à favoriser les démarches d'explicitation des connaissances empiriques pour les rendre explicites et les mettre à un même niveau d'abstraction que les connaissances scientifiques pour les intégrer les unes aux autres, notamment dans un certain nombre de modèles. Les sciences agronomiques ont fait beaucoup de modèles partant des connaissances dites d'experts et les explicitant pour les intégrer à des connaissances scientifiques. En fait, lorsqu'on fait ceci, non seulement on favorise une démarche de ce type-là, mais en plus on oppose deux catégories quelque part en les naturalisant, en faisant comme si elles existaient de soi, alors que finalement si on regarde comment les connaissances se produisent, on va dire, dans la nature, en fait il y a un gradient. Les connaissances scientifiques ne sont pas toutes produites en situation contrôlée, plus ou moins contrôlées. Des fois elles sont produites aussi en champ, voire même elles peuvent être produites en interagissant avec des acteurs de terrain. En bref, c'est plutôt la diversité des modes de production et de validation des connaissances qui prime, plutôt que cette opposition un peu caricaturale entre empirique et scientifique. De plus, il y a beaucoup de formes d'hybridation entre ces deux catégories de connaissances. Toujours autour de cette question de connaissances tacites et explicites, il y a des travaux intéressants de Japonais sur le fait qu'il n'y a pas seulement l'explicitation des connaissances tacites, qui est un mode de conversion des connaissances, mais il y en a plus que ça. Alors eux, ils ont fait une grille comme ça, une grille de connaissances tacites à connaissances explicites, donc ça s'appelle le modèle Seki. Et dans chaque case, on a donc 4 modes de conversion des connaissances. Le premier, l'intériorisation, ça pourrait être la situation, on va dire, d'enseignement classique, où l'enseignant fait part en fait, de connaissances explicites et chaque apprenant est censé les intérioriser. La socialisation correspondrait un peu à des questions soit de compagnonnage, le fait d'apprendre en faisant ensemble, ou de transmission par exemple intergénérationnelle, le fait d'avoir appris en faisant avec son père. L'extériorisation serait plutôt le fait de partager des connaissances tacites, de les expliciter, mais en dehors de la situation de travail, par exemple autour de la machine à café. Et enfin, la combinaison, par exemple, ça peut être le fait de modéliser différents types de connaissances et de les intégrer dans un même dans un même modèle, en fait. Donc ça a été étudié dans les différentes entreprises, montrant que finalement on utilisait pas seulement l'explicitation, mais aussi toutes ces formes de combinaison et de conversion de connaissances de tacite vers explicite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire transmettre finalement quand on regarde toutes ces questions de collecte et de conversion? Est-ce qu'il suffit finalement de collecter ces connaissances pour pouvoir les rendre disponibles et donc peut-être les transmettre? En fait, c'est pas aussi simple, parce que quand on regarde finalement dans les entreprises comment ça s'est passé, il y a à la fois en ingénierie des connaissances, mais aussi des chercheurs en sciences de gestion, donc Hatchwell et Weil, qui ont montré que la seule explicitation, c'est-à-dire le fait de passer de tacite à explicite, c'était déjà une transformation de ces connaissances. Et finalement, derrière le mot collecte, plus qu'une cueillette de papillons, j'ai vu ça la question là dans le petit jeu qui a été fait avant, plus qu'une cueillette, c'est un processus d'apprentissage dans la mesure où on va transformer les connaissances des uns et des autres. Et puis, ces mêmes auteurs, là, Hatchwell et Weil, ont montré que forcément, en traitant de connaissances et de leur transformation, comme je viens de le dire, ça suppose aussi de s'intéresser pas seulement au contenu de ces connaissances, mais aussi aux acteurs de ce savoir, leur rôle, leur légitimité, mais aussi aux formes de prescription et de pouvoir qui les relient, c'est-à-dire tout aux relations, finalement, entre les acteurs de ce savoir. Ils ont en particulier défini, là je vais très vite, je m'en excuse, des situations de prescription qu'ils appellent fortes, où l'activité est confinée, on est dans une logique d'exécution et puis un processus d'action qui est déterminé par le dispositif. Pour vous donner une idée très précise, ils ont parlé du conducteur de métro. Il a assez peu de marge de manœuvre dans la conduite de son métro, le rail est déterminé, la machine ne va pas aller en dehors. Il a finalement assez peu de marge de manœuvre, alors que dans d'autres situations, on est plutôt dans une situation de prescription faible, avec une action beaucoup plus ouverte, où l'opérateur va entrer en relation avec les autres acteurs. Forcément, son activité va être prescrite par les autres, mais il va aussi en retour pouvoir prescrire l'action des autres. Par exemple, le conducteur de bus, lui, a beaucoup plus de marge de manœuvre par comparaison au conducteur de métro.
Pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce que ça qualifie en fait des formes de relations entre les différents acteurs du savoir. Et du coup, cette idée de transmission, on va dire que les sciences de gestion l'ont abordée par ces questions de prescription faible, forte, et jusqu'à l'idée de prescription réciproque. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une transmission dans un sens, mais c'est bien tout un jeu de relations de savoir entre différents types d'acteurs, dans les deux sens. J'en arrive là à une autre façon de théoriser les connaissances qui a émergé plus récemment, on va dire, avec l'idée que cette formalisation sous forme de tacite, explicite, avait un certain nombre de limites qui ont été montrées dans les entreprises. Bon, je ne peux pas vous développer tout ça, mais qu'il y avait un certain nombre d'auteurs qui se sont mis un peu en défaut, en fait, qui ont mis en défaut cette théorisation en disant que finalement, c'est pas tant la représentation symbolique enfin, ils ont remis en cause, en fait. Ils ont remis en cause l'existence, en fait, de ces représentations qui seraient à l'intérieur de la tête de l'individu. En fait, ils ont remis en cause ce qu'on appelle le cognitivisme. Et ils ont montré, finalement, la prédominance de l'action en situation, avec l'exemple assez fameux du kayak, où, finalement, il y a assez peu de plans qui déterminent la situation, et beaucoup de choses se créent, en fait, dans la situation et dans l'action chemin faisant. Et donc, ils ont théorisé ça en parlant de knowing. Alors, le knowing, j'ai gardé le terme anglais. On peut traduire par le connaissant, mais c'est pas très élégant en français. Et je trouve que knowing dit beaucoup mieux ce que ça veut dire. C'est-à-dire, c'est une partie de l'action ou de la pratique qui va créer de la connaissance, qui va faire un travail épistémique, qui va créer de la connaissance. Il faut distinguer ça des connaissances tacites. Les connaissances tacites, ça serait plutôt ce qui est connu en dehors de l'action, mais qui est difficilement exprimable. Là, c'est autre chose, c'est la connaissance en action. Alors, il y a pas mal de travaux là-dessus. Ils ont montré que ce knowing, c'est un processus. C'est beaucoup dans la relation au monde matériel ou la relation avec les autres que ce knowing se crée. Mais par contre, s'il y a eu beaucoup de descriptions de ça, très peu se sont intéressés à la question de est-ce qu'on peut gérer le knowing finalement? Parce que passer de tacite à explicite, là on sent bien qu'il y a des formes de gestion, je vous ai dit, patrimoniale, instrumentale. Par contre, sur le knowing, beaucoup moins de choses sont travaillées en termes de gestion. Quelques petits points pour terminer sur, finalement, qu'est-ce que tout ça nous dit sur les savoirs agroécologiques ou la transition agroécologique. Eh bien, en fait, derrière l'idée d'agroécologie, peut-être que vous êtes venu avec cette idée de savoir ancré dans la pratique, on va dire ancré plus sur le terrain, mais derrière l'agroécologie, il y a aussi tout un mouvement scientifique avec beaucoup de travaux qui cherchent à donner des bases scientifiques, en fait, à ce qu'on peut appeler une nouvelle agronomie, en tout cas certains l'appellent une nouvelle agronomie. Je vous renvoie par exemple à Altieri qui a essayé de définir ce que sont ces systèmes agroécologiques. D'autres ont essayé de faire d'autres types de représentations, de théorisation, mettant en avant aussi non seulement les dimensions économiques et écologiques, mais aussi des dimensions humaines. Donc il y a eu en agronomie, par exemple, le journal d'agronomie européen, un certain nombre d'agronomes qui se sont positionnés pour dire voilà, l'agroécologie c'est aussi presque une nouvelle discipline et on propose un certain nombre de théorisations de ce qu'est l'agronomie d'un point de vue scientifique. Au point que certaines UMR, dont celle où j'appartiens, l'UMR Agir, a choisi de changer. Le A est devenu agroécologie assez récemment. Donc un enjeu pour les scientifiques à se positionner dans ce champ de l'agroécologie. Alors qu'est-ce que dit la science sur cette agroécologie? Elle donne un certain nombre de principes normatifs. Cette agroécologie scientifique, elle va donner un certain nombre de principes normatifs. J'en ai cité un certain nombre ici. En gros, ce sont des systèmes qui sont plus fondés sur les processus écologiques, qui vont plus chercher à valoriser ces processus écologiques que chercher à s'en affranchir. Pour autant, si ces principes supposent de piloter des systèmes complexes, ils ne sont pas vraiment actionnables en eux-mêmes. On ne peut pas les prendre tels quels et les mettre en action, d'autant plus qu'ils vont, par leur principe même, déstabiliser la plupart des connaissances agronomiques conventionnelles. Donc il y a effectivement un problème de quelles sont les connaissances et pratiques agroécologiques d'un point de vue scientifique, comment est-ce qu'on peut formaliser ces connaissances et ces pratiques.
Effectivement, ça a des conséquences sur la nature de ces pratiques et connaissances. D'abord parce qu'on met en avant un certain nombre d'incertitudes sur les dynamiques. On est en train d'essayer de piloter des systèmes complexes, donc ces incertitudes sont assez fortes. Et puis, il y a même des situations d'ignorance partielle. Je pose la question, là, dans cette partie-là, c'est beaucoup plus exploratoire, ce que je vais vous dire, ce n'est pas vraiment des repères, mais plus des questions. Finalement, est-ce qu'on est un peu au clair sur les rapports entre l'incertitude et la connaissance? Est-ce que plus de connaissances scientifiques va diminuer les incertitudes? Pas sûr. Est-ce que l'ignorance, c'est quelque chose qu'on peut gérer? Parce qu'on nous parle beaucoup de gestion de connaissances, de savoir, mais ce qu'on ne sait pas, est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Est-ce qu'on peut l'assumer? Et puis, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, cette gestion au système complexe, elle suppose une gestion moins planifiée. On ne va pas avoir une séquence d'actions qui vont se dérouler de manière extrêmement planifiée. On va être plutôt dans des ajustements chemin faisant. On peut appeler ça un pilotage adaptatif. Comment est-ce qu'on apprend à ajuster, à observer? Là aussi, c'est une question qui, pour l'instant, n'est pas résolue. Toute cette littérature scientifique va aussi mettre en avant l'importance des conditions locales, des processus d'apprentissage dans l'action située. Pour l'instant, peu de travaux sur le knowing, en tout cas pas à ma connaissance. Et puis la question effectivement de comment est-ce qu'on gère ce knowing, comment est-ce qu'on l'appréhende, reste pour moi assez ouverte. Enfin, ces connaissances et pratiques agroécologiques questionnent ce rapport entre forme de connaissance et action. On n'est plus dans comme je vous le disais tout à l'heure, dans une prescription forte avec des recettes génériques qui vont être produites par la science qu'il suffirait d'appliquer, de contextualiser localement, mais bien dans des choses qui vont partir plus de l'action. Et on peut se poser la question de quelles sont les formes de connaissances qu'il faudrait produire d'un point de vue scientifique en situation de prescription très faible. Et puis, c'est une question que je vous renvoie, parce que pour moi, ce n'est pas très clair, finalement. Est-ce que ces connaissances agroécologiques, elles sont spécifiques? En quoi sont-elles spécifiques? Si on regarde du côté du terrain, effectivement, il y a beaucoup de... C'est ma dernière. Il y a beaucoup de pratiques techniques, très, très contextuelles, je pense que vous les connaissez tous, de part et d'autre, dans des domaines variés. Et puis, il y a eu pas mal de documentaires, de témoignages sur des pratiques extrêmement locales. Bon, vous avez 2 exemples ici. La question, c'est souvent, effectivement, qu'est-ce qu'on en retire comme leçon pour agir ailleurs? Certains se sont attelés à cette tâche d'en retirer des guides, des guides pour une agroécologie en pratique, comme celui-là. Mais on peut se demander quelle est la généricité ou la validité de ce type de guide. Et enfin, ce qu'il ne faut pas oublier, au-delà des pratiques techniques qu'on connaît bien, ce sont des pratiques qui vont souvent avec une dimension forte en termes socio-cognitifs, c'est-à-dire il y a de nombreuses expérimentations qui sont faites en ferme, individuellement, collectivement, et une très forte importance des réseaux d'échange dans lesquels sans doute vous êtes impliqués. Donc ce nouveau rapport à la prescription, est-ce qu'il n'y a pas aussi probablement de nouvelles identités professionnelles pour les conseillers en charge d'accompagner les agriculteurs dans ce sens? Voilà, merci pour votre attention.